J'entrais dans ce restaurant chic, consciente d'être en retard, sans me douter qu'on allait profiter de moi. Mes parents étaient confortablement installés, leurs assiettes vides, leur verre de vin encore froid sur le bord ou une table qui trahit une fête réussie sans vous. Ma mère leva les yeux et sourit. Ce sourire familier et facile qu'elle arborait toujours quand elle voulait quelque chose sans le demander ouvertement. « Ah, bien. Te voilà, » dit-elle. « Ça ne te dérange pas de payer l'addition. » Ma sœur rit doucement, déjà détendue, déjà confiante. Aucune surprise, aucune hésitation, juste de l'anticipation. À cet instant précis, le silence se fit en moi. Je n'étais pas invité à dîner. On m'avait appelé. Je n'étais pas en retard. Mon arrivée était parfaitement synchronisée. Ils mangeaient, profitaient de la soirée et attendaient la seule chose dont ils avaient besoin. Moi. Tandis que je fixais le chéquier intact au milieu de la table, je compris quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à admettre. Je n'étais pas une invitée. J'étais le plan. Je m'appelle Chloé. Et si vous demandiez à ma famille de me décrire, ils diraient tous la même chose. Elle est facile à vivre, on lui fait confiance, on lui demande facilement des choses. Ils le disaient toujours comme un compliment, comme si être facile à vivre signifiait être gentille. En grandissant, je ne me posais pas de questions. Je pensais que cela signifiait que j'étais mature, compréhensive, flexible. Je pensais que cela signifiait que j'étais aimée. Quand je ne me disputais pas, maman souriait et me tapotait la main. « Toi » disait-elle. « Chloé comprend. » Quand je ne protestais pas, papa hochait la tête en signe d'approbation, comme si le silence prouvait que j'étais responsable. Personne ne me demandait jamais ce que je voulais. On supposait simplement que je me conformerais. Et c'était le cas. Ma petite sœur, Émilie, n'a jamais eu à le faire. Émilie avait des opinions, et des opinions bien tranchées. Si quelque chose ne lui plaisait pas, elle le disait. Si elle voulait quelque chose, elle l'exigeait. Les projets de la famille s'adaptaient à son humeur, à son emploi du temps, à ses préférences. Quand elle élevait la voix, on l'écoutait. Quand je restais silencieuse, les gens se détendaient. J'ai très tôt compris que la paix qui régnait à la maison était due à ma discrétion. Si Émilie se plaignait, c'était une phase. Si je me plaignais, c'était du drame inutile. Alors j'ai arrêté. Je suis devenue la fille qui n'avait pas besoin de grand-chose. Celle qui se débrouillait avec les restes, les plans de dernière minute, et qui appréciait qu'on lui dise quoi faire plutôt que de lui demander. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que ça m'était égal, que cette facilité à vivre était une force. Une fois partie de la maison, cette habitude est devenue une seconde nature. Au début de la vingtaine, les services ont commencé à apparaître. Jamais tous en même temps, jamais de manière insistante, juste de petites choses éparses, suffisamment pour que je puisse me convaincre qu'il ne s'agissait pas d'une habitude. Tu peux faire les courses cette fois-ci? Auntie remboursera. Tu peux payer la facture d'électricité? C'est juste pour ce mois-ci. Et je le faisais. À chaque fois, c'était présenté comme temporaire. À chaque fois, un silence s'installait. Je n'ai jamais reçu de remerciements sincères. On supposait toujours que je recommencerais. Mon père ne me le demandait jamais directement. Il évitait mon regard, faisait remarquer qu'il y avait beaucoup de monde, puis changeait de sujet. Ma mère, elle, gérait les choses différemment. Elle souriait. Elle adoucissait sa voix. Elle présentait cela comme un travail d'équipe. On est une famille, disait-elle. On prend soin les uns des autres. Émilie ne demandait rien. C'était une évidence. Si elle avait besoin de quelque chose, elle me regardait comme si c'était une évidence. Tu es douée pour ça. Elle disait, tu trouves toujours une solution. Et c'était toujours vrai. Je me disais que ce n'était pas grave, car je m'en sortais bien. J'avais un bon travail. Je payais mes factures. Je n'avais aucun problème. Alors, quel mal y avait-il à donner un coup de main? Ce que je ne comprenais pas, c'est que un petit coup de main, était devenu tout ce qu'ils ne voulaient pas gérer eux-mêmes. Je ne leur ai jamais dit combien je gagnais. Non pas que je le cachais, mais parce que personne ne me le demandait. Ils supposaient que j'étais à l'aise financièrement, sans plus. Je m'habillais simplement. Je ne parlais pas d'argent. Les laisser me sous-estimer permettait de maintenir une certaine sérénité. Cela me rassurait aussi. Vers la fin de ma vingtaine, je ne me contentais plus d'aider. Je subvenais à leurs besoins, je payais les dîners, les factures, les dépenses non urgentes, juste des petites choses du quotidien. Personne ne prenait de mes nouvelles. Personne ne me demandait si tout allait bien. Ils n'y étaient pas obligés. Je leur avais appris que c'était toujours le cas. Et assise à cette table de restaurant, le regard fixé sur les assiettes vides et les visages détendus, j'ai enfin compris quelque chose qui m'a serré le cœur. Ils ne me voyaient pas comme une personne généreuse. Ils me voyaient comme une personne digne de confiance et fiable. J'ai appris que nous sommes les plus faciles à exploiter.
Ce restaurant était de ces endroits où tout semblait pensé dans les moindres détails. La lumière était tamisée, chaleureuse et flatteuse. Les tables étaient suffisamment espacées pour que les conversations paraissent intimes, importantes. Un pianiste jouait une pièce lente et élégante dans un coin. Le genre de musique qui vous rappelait que c'était un lieu de fête, pas de dispute. Mes parents adoraient ce genre d'endroit. En m'approchant de la table, j'ai tout de suite réalisé que j'avais manqué bien plus que le début du dîner. Les assiettes étaient déjà essuyées, d'une propreté impeccable, comme après le dessert. Les verres à vin étaient à moitié vides, la condensation perlant encore sur les parois. Ils avaient pris leur temps. Ils s'étaient régalés sans moi. « Eh bien, te voilà !» s'exclama maman, ravie de me voir. Son sourire ne trahissait ni soulagement ni inquiétude, juste de la satisfaction. « Nous avons commandé. Tu sais combien de temps on met à choisir un menu. » Papa se laissa aller dans son fauteuil et desserra sa cravate, comme si la soirée touchait déjà à sa fin. « Tu as raté le meilleur, dit-il. Sans méchanceté, sans s'excuser, juste un constat. Ma sœur Émilie ne leva même pas les yeux tout de suite. Elle faisait défiler son téléphone, le pouce paresseusement sur l'écran. Quand elle finit par le faire, elle sourit. « On a gardé le dessert pour toi, dit-elle. » Puis elle rit. « Enfin, presque. » Je me suis glissée sur la chaise vide, la seule sans veste posée. Sur le dossier. Elle était encore chaude, comme s'il s'attendait à ce que je finisse par m'y asseoir. Les tables embaumaient le beurre, le vin, une douceur. L'odeur de l'argent déjà dépensé. Personne ne m'a demandé ce que je voulais boire. Personne ne m'a demandé comment s'était passée ma journée. Il continuait de parler, reprenant une conversation à laquelle je n'avais manifestement pas l'intention de participer. Il riait d'une histoire que mon père m'avait racontée 2 fois parce qu'il aimait la façon dont elle sonnait. Émilie l'a interrompu au milieu et a corrigé un détail, et il l'a laissé faire. Ma mère acquiesçait, satisfaite, détendue. Il semblait à l'aise, épanoui, et c'est alors que je l'ai remarqué. Le chéquier. Il était posé soigneusement au milieu de la table, fermé, intact, ni poussé contre personne, ni caché, juste là, à attendre. Ma mère a pris son verre d'eau à l'intérieur. Comme on le fait après une prestation réussie. Le service était excellent, a-t-elle dit. Vraiment excellent, a acquiescé Émilie. Oui, cet endroit ne déçoit jamais. Pourtant, personne n'a apporté l'addition. Pourtant, personne n'y prêta attention. Je vis mon père éviter de regarder dans sa direction. Je vis le regard de ma mère glisser brièvement vers l'objet, puis s'en détourner. Je vis Émilie se caler dans son fauteuil, imperturbable. Ils ne discutèrent pas du paiement. Ils attendirent que je le fasse. Finalement, ma mère se tourna vers moi, inclina légèrement la tête et adoucit sa voix. « Ça ne te dérange pas de t'en occuper, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle comme si c'était déjà entendu. « On s'en est dit, vu que tu travailles beaucoup ces derniers temps. » Sa voix s'éteignit, comme si la générosité était sous-entendue. Émilie sourit, amusée. « Détends-toi, Chloé, dit-elle. Tu gères toujours très bien ce genre de choses. Ce mot encore. Gérer. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Pas de colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus aigu. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la table. Mon père s'intéressait soudainement beaucoup à ce qui se passait derrière moi. Le sourire de ma mère était figé, travaillé. Émilie était déjà retournée à son téléphone. Ils ne m'attendaient pas pour dîner. Ils attendaient que je fasse mon numéro. Et à cet instant, une évidence douloureuse m'est apparue. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était même pas une question d'addition. C'était une question de sécurité. Ils étaient sûrs que je viendrais, sûrs que je paierais, sûrs que je ne créerais pas de malaise. Cette sécurité s'était construite lentement, discrètement. Au fil des années à dire oui quand je voulais dire non. Chaque fois que j'avais choisi le calme plutôt que l'honnêteté. Chaque fois que je me disais que ça ne valait pas la peine de discuter, j'ai regardé à nouveau les assiettes vides. Ils ne m'attendaient pas pour manger. Ils m'attendaient pour venir. Et pour la première fois de ma vie, au lieu de automatiquement. Je cherchais mon portefeuille, mais restais immobile. Je me demandais ce qui se passerait si je ne faisais pas ce qu'ils attendaient. Je ne pris pas le billet. C'était étrange, comme retenir ma respiration sous l'eau. Pendant des années, mon corps avait appris ce geste avant même que mon esprit ait le temps de prendre mon sac. Carte en main, sourire aux lèvres. C'était un réflexe, une habitude déguisée en générosité. Mais cette fois, je restais immobile. Personne ne dit rien au début. Le silence s'étira, pesant et gênant, comme un mot qu'on garde trop longtemps. J'observais ma mère siroter son eau lentement, son regard glissant vers le chéquier puis s'éloignant. Mon père remua sur sa chaise, croisa les jambes, puis les décroisa. Émilie tapota 2 fois l'écran de son téléphone avec impatience. Il n'était pas confus.
Ils attendaient. Et c'est là que la vérité me frappa plus fort que n'importe quelle dispute. Ce n'était pas un malentendu. Personne n'avait oublié de me prévenir. Personne ne s'était trompé. Personne n'espérait maladroitement que je vienne. Ce n'était pas un problème de communication ou de timing. C'était un système. Un système bâti sur la certitude. Le genre de certitude qu'on n'a pas besoin d'énoncer à voix haute, car elle a déjà été prouvée trop de fois. J'ai repassé l'année écoulée dans ma tête, comme si mon esprit avait enfin reçu la permission d'y regarder de plus près. Les invitations à dîner de dernière minute, toujours après avoir réservé. Les textos qui ne demandaient jamais si j'étais libre, seulement quand je viendrais. La façon dont ma mère formulait toujours les choses comme des mises à jour, jamais comme des questions, était déjà là. Nous avons commandé. Viens avec nous quand tu peux, pas si tu peux, pas si tu veux, juste quand. Parce que le véritable but de ma présence n'avait jamais été de participer. C'était de compléter la soirée. J'ai regardé autour de la table à nouveau. Vraiment regardé, cette fois. L'attitude détendue de mes parents. L'insouciance totale d'Emily. L'aisance avec laquelle ils occupaient l'espace, confiant que le résultat serait le même que d'habitude. Ils n'étaient pas inquiets. Ils n'étaient pas gênés. Ils étaient à l'aise. Et ce confort venait de la certitude que je débarrasserais après. J'ai senti quelque chose changer en moi. Ni colère, ni tristesse, juste de la lucidité. J'ai repensé à toutes ces fois où j'avais payé sans qu'on me le demande. À la rapidité avec laquelle le soulagement avait remplacé la gratitude sur leur visage. À quel point c'était devenu normal. À quel point c'était insignifiant. Quand l'aide devient une obligation, elle cesse d'en être une. Elle devient une habitude. Cette prise de conscience m'a frappé doucement. Mais elle a tout changé. Pendant des années, je me suis demandé si j'étais trop sensible, si je me faisais des idées, si je devais simplement être plus généreuse, plus patiente, plus compréhensive. Mais assise là, à fixer ce chéquier, j'ai enfin compris la vérité que j'avais toujours évitée. Je n'étais pas généreuse. On profitait de moi. Pas par méchanceté, pas par agressivité, mais de façon constante. Et la constance, j'ai appris, c'est ce qui transforme la gentillesse en obligation. Ma mère s'est raclée la gorge doucement. « Chloé », a-t-elle dit d'une voix toujours douce, toujours agréable. « Quand tu seras prête. Quand tu seras prête. » Comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Comme si le seul retard était dû à mon timing, et non à mon consentement. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. À l'anticipation dans ses yeux. À l'absence d'inquiétude quant à ce que je ressentais, à la certitude que finalement je ferais comme toujours. Pour la première fois, je n'ai pas éprouvé le besoin de m'expliquer. Je n'ai pas ressenti le besoin de justifier quoi que ce soit. J'en avais assez, mais pas assez d'eux. Assez du pain. J'ai pris une lente gorgée d'eau et laissé la fraîcheur m'apaiser. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas accusé. Je ne me suis pas défendu car j'avais compris autre chose. Les systèmes ne s'effondrent pas au cours d'une conversation. Ils se désagrègent quand on cesse de les alimenter. Et à cet instant, j'ai su que cela ne se terminerait pas par une dispute ou un abandon dramatique. Cela se terminerait par un choix silencieux, un choix délibéré. Je n'avais simplement pas encore décidé comment. Mais pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je n'allais pas faire. Je n'allais pas chercher l'addition. Je suis restée assise quelques secondes de plus que nécessaire, juste assez pour laisser le silence s'installer à table. Ma mère a fait le premier pas. Elle, toujours l'inconfort, la rendait agitée. « Ça va, Chloé ?» demanda-t-elle d'un ton léger, bien qu'il y eût une pointe d'inquiétude dans sa question. « Tu as l'air fatiguée. » « Oui », répondis-je sincèrement. Elle hocha la tête, satisfaite. Comme si la fatigue expliquait tout. « Bon, quand tu seras prête, » dit-elle en désignant vaguement le centre de la table, vers le chéquier qui n'avait toujours pas bougé. Avant, ce geste suffisait. Mais pas cette fois. Au lieu de prendre mon sac, je me suis levée. Le mouvement était imperceptible, mais il changea immédiatement l'atmosphère. Les chaises grincèrent légèrement tandis que chacun se redressait sans comprendre pourquoi. Mon père leva les yeux vers moi, surpris. Emily Frankel Las Sourcels. Je vais juste parler au responsable un instant, dis-je d'une voix calme. Émilie cligna des yeux. Pourquoi? J'ai une question. Ma mère laissa échapper un petit rire. Un rire bref et désinvolte. Chloé, tu n'es pas obligée. Je reviens tout de suite, dis-je en me détournant déjà. Je sentais leur regard peser sur moi tandis que je traversais la salle à manger. L'espace me parut soudain beaucoup plus grand qu'un instant auparavant. Le pianiste continuait de jouer. Des verres tintaient aux tables voisines. Personne d'autre ne semblait se douter de rien, mais eux, si. Le responsable s'approcha de moi près du comptoir d'accueil, professionnel et poli, sa tablette soigneusement rangée sous le bras.
Tout va bien à votre table? Demanda-t-il. Oui, répondis-je. Je voulais juste vérifier quelque chose. Il hocha la tête et attendit. Je voulais vérifier si une autorisation de paiement était bien associée à notre table ce soir. Ses doigts parcoururent rapidement l'écran. Puis, un instant, ils s'arrêtèrent. Son expression ne changea pas radicalement. Ce n'était pas nécessaire. Le silence suffisait. Excusez-moi, dit-il aimablement. Il semble que l'autorisation précédente ne soit plus active. Je sentis ma poitrine se serrer, non pas de peur, mais de certitude. Donc, aucun moyen de paiement n'est enregistré? Demandai-je. C'est exact, répondit-il. Il nous faut une addition de la soirée de ce soir. Merci, dis-je. C'est tout ce que je demandais. En retournant à la table, je remarquai le silence de mes pas. Ma respiration était calme et maîtrisée. Je ne tremblais pas. Je n'étais pas paniquée. Je me sentais sereine. Ma mère leva les yeux dès que j'arrivai à table. De quoi s'agissait-il? Le gérant me suivit de quelques pas, s'arrêtant à une distance respectueuse. Il semble y avoir un problème, dit-il gentiment. J'ai besoin d'un moyen de paiement pour l'addition de ce soir. Ma mère se redressa. Un problème? Oui, dit-il. Il n'y a pas d'autorisation de paiement enregistrée ce soir. Mon père s'éclaircit la gorge. D'habitude, il n'y a pas de problème. Je comprends, répondit le gérant. Mais ce soir, il y en a un. Le silence qui suivit était différent. Plus lourd, plus tendu. Émilie laissa échapper un petit rire, bref et sceptique. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je m'assis lentement et joignis les mains. Je ne paierai pas le dîner ce soir, dis-je. Le sourire de ma mère se figea. Chloé, dit-elle doucement. De quoi tu parles? Je ne paie pas l'addition. Emily m'y fixa. Tu plaisantes? Pas du tout. Mon père se pencha en avant. Il s'est passé quelque chose. Je croisai son regard pour la première fois de la soirée. Il ne s'est rien passé depuis longtemps. La voix de ma mère baissa. C'est toi qui fais ça. Je ne fais rien, dis-je d'un ton égal. Je ne fais juste pas ce que tu attendais, renifla Émilie en reculant légèrement sa chaise. Alors tu vas nous mettre dans l'embarras? Je la regardai. Tu n'avais pas l'air gêné quand tu as ri la dernière fois. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Le gérant se décala. Je me tournai vers lui. Il nous faut des commandes séparées, dis-je. Ma mère prit une grande inspiration. Séparées? Oui, répondis-je. Les miennes et les tiennes. Pendant un instant, personne ne bougea. Pour la première fois de ma vie, il ne savait plus quoi faire. Et c'est là que j'ai compris autre chose. Ce n'était pas juste le début d'une confrontation. C'était le début de l'effondrement. Ce moment a duré plus longtemps que prévu. Ma mère me fixait comme si elle attendait le score final. Comme si elle soutenait mon regard assez longtemps, j'allais rire, attraper mon sac et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais non. Chloé, répéta-t-elle, plus lentement cette fois, sa voix perdant sa douceur. Tu plaisantes? Si, répondis-je. Papa assis frada le front, déjà exaspère. Ce n'est pas le moment. Émilie laissa échapper un rire sec. Eh bien, tu as vraiment choisi le moment parfait, hein? Je sentais mon cœur battre la chamade, régulier mais fort. Tous mes instincts me criaient de rattraper le coup, d'apaiser la situation, de m'excuser de l'avoir mise dans l'embarras. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était jamais le bon moment, me dis-je. C'est un peu le problème. Maman s'est penchée vers moi et a baissé la voix. Tu aurais pu nous parler individuellement. J'ai parlé, ai-je dit. Vous n'avez juste pas écouté. Ce n'est pas juste, a sifflé papa. Nous sommes tes parents et... Je suis ta fille, ai-je répliqué. Pas ton plan B. Les mots résonnaient dans l'air, plus lourds que je ne l'avais imaginé. Le visage de maman s'est immédiatement empourpré. Comment peux-tu dire ça? A-t-elle demandé après tout ce que nous avons fait pour toi? Cette phrase m'était familière. Trop familière. Elle avait mis fin à tant de conversations avant même qu'elle ne commence. J'ai pris une inspiration. Ce que vous avez fait, ai-je dit doucement, c'est m'apprendre que l'amour dans cette famille a un prix. Emily Hurricane. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si on te forçait. Vous n'avez jamais eu à le faire, ai-je dit en me tournant vers elle. Vous avez juste supposé que je le ferais. Elle a croisé les bras. Alors maintenant, tu es la victime. Je ne suis pas une victime, ai-je répondu. J'en ai juste assez. Mon père secoua la tête. C'est incroyable. Vous croyez que vous nous donnez des devoirs? Non, dis-je. Je vais me débrouiller toute seule. Le gérant revint avec les dossiers de l'addition. Un fin, un épais, hésita-t-il, sentant la tension. Quand vous serez prête, dit-il poliment. Il posa le dossier fin devant moi. La pile plus épaisse fut placée devant mes parents.
Ma mère la fixa comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Ce n'est pas possible, dit-elle. On ne fait pas ça d'habitude. Je sais, répondis-je doucement. Émilie se pencha pour regarder. C'est vraiment tout. Oui, dit le gérant. Cela comprend le vin, le plat supplémentaire et le dessert. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. C'est dingue. J'ai failli rire. Non pas par méchanceté, mais par lucidité. Voilà ce qu'on commande quand on ne paie pas, dis-je. Les mains de ma mère tremblaient lorsqu'elle ouvrit son sac à main. Je n'ai pas ma carte, dit-elle machinalement, comme si elle l'avait répété 100 fois auparavant. Je sais, ai-je répondu. Elle leva brusquement les yeux vers moi. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je soutins son regard. Détachez-le. Mon père chercha son portefeuille, puis s'arrêta, comme surpris par ce geste. Il l'ouvrit, regarda à l'intérieur et fronça les sourcils. Émilie murmura quelque chose. Son petit ami, resté silencieux jusque-là, se leva soudain. Je dois répondre à cet appel, marmonna-t-il en reculant déjà. Personne ne l'arrêta. Le gérant attendit patiemment, les mains jointes. D'autres invités me jetèrent un bref coup d'œil, puis détournèrent le regard. Le pianiste continua de jouer. Ma mère me regarda de nouveau, son regard plus perçant, scrutateur. Tu t'amuses? Pas moi, dis-je honnêtement. Je suis épuisée, dit-elle en déglutissant. Tu vas vraiment nous laisser comme ça? Je ne vous laisse pas, dis-je. Je ne porte plus ce fardeau. Mon père posa enfin sa carte sur la table. Le bruit de sa main frappant le bois était faible, mais semblait assourdissant. Émilie secoua la tête. Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Je me reculai légèrement. Tu ne pensais pas à ce que tu me faisais. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Le gérant prit la carte et s'éloigna. La table semblait plus froide sans lui, comme si l'air lui-même avait changé. Ma mère essuya ses yeux, mais aucune larme ne coula. On ne fait pas ça à une famille. J'acquiesçai lentement. On ne considère pas une personne comme une ressource inépuisable non plus. Pendant un instant, le silence régna. Ils paraissaient plus petits, moins sur deux, comme si le sol sous leurs pieds n'était pas aussi solide qu'ils l'avaient toujours cru. Le gérant revint et posa le reçu devant mon père. Il le signa lentement, délibérément, comme si le geste lui-même pesait lourd. Je payai ma part, fourrai le reçu dans mon sac et me levai. Ma mère leva les yeux vers moi, sa voix désormais incertaine. Chloé, juste mon nom, sans exigence, sans sourire, sans attente. Je marquai une pause, puis secouai la tête. Dousement. J'espère que vous y réfléchissez, ai-je dit. Vous tous. Puis je me suis retourné et je suis parti. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression de les abandonner. J'avais plutôt l'impression de quitter enfin le rôle qu'ils m'avaient attribué. L'air à l'extérieur du restaurant était différent, plus frais, plus léger, comme si je sortais d'une pièce qui m'oppressait la poitrine depuis des années sans que je m'en rende compte. Je suis resté là un instant, à respirer, à écouter les bruits étouffés de la ville et la musique qui filtrait à travers les portes derrière moi. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise. J'avais imaginé ce moment 1000 fois au fil des ans. J'avais imaginé la colère, la culpabilité et les regrets s'abattant sur moi d'un seul coup. Au lieu de cela, je me sentais calme, fatiguée, oui, épuisée, mais prête. Mon téléphone a vibré avant même que j'atteigne ma voiture. Maman, tu n'aurais pas dû faire ça. J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis je l'ai verrouillé sans répondre. Une autre vibration a suivi presque aussitôt. Papa, il faut qu'on parle. Je n'ai pas répondu non plus. Non pas pour les punir, mais parce que je savais exactement comment cette conversation allait se dérouler. Tout partait. Des explications, des esquives, des promesses que les choses seraient différentes la prochaine fois. J'avais déjà vécu ça. Cette fois, il me fallait autre chose. Chez moi, le silence m'a d'abord paru étrange. Aucune tension, aucune appréhension de la prochaine demande. J'ai posé mes clés, enlevé mes chaussures et me suis assise sur le canapé sans allumer la télé. J'ai simplement laissé le silence s'installer. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas mes fichiers professionnels. Le dossier que j'avais évité pendant des années. Des reçus, des virements, des notes, des paiements étiquetés courses, électricité, urgence. Juste pour cette fois. Chacun semblait raisonnable pris individuellement, défendable, facile à justifier. Ensemble, ils racontaient une toute autre histoire. J'ai fait défiler lentement, la poitrine serrée, non pas de panique, mais de reconnaissance. Dîner après dîner, des factures qui étaient discrètement devenues les miennes. Des voyages que je n'avais pas faits, mais que j'avais contribué à financer. Des dépenses qui n'étaient plus des demandes, mais des suppositions. Ce n'était pas de la générosité. C'était une institution.
Me suis adossé et j'ai fermé les yeux, laissant la réalisation m'envahir. Je n'avais pas toujours été là pour aider. J'avais soutenu un mode de vie qui n'était pas le mien. Mon téléphone vibra de nouveau. Émilie, tu as vraiment honte. Maman, j'expirai lentement et tapai une simple réponse. Moi. J'ai posé une limite. 3 points apparurent. Disparent. Reapparent. Aucune réponse. Cela en disait plus long que n'importe quelle dispute. Les jours suivants, les conséquences se sont succédées. D'abord des messages polis. On veut juste comprendre. Ce n'était pas notre intention. Puis des messages plus acerbes. Ce n'est pas comme ça que les familles se comportent. To is change. Je ne suis pas intervenu. Sans mon soutien silencieux, les choses ont changé plus vite que prévu. Des projets furent soudainement reportés. Des dîners furent reprogrammés, puis annulés. Émilie cessa de publier des photos de restaurants nécessitant une réservation. La confiance que mes parents affichaient si facilement commença à se fissurer. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que je le remarque. Personne ne s'excusa. Je ne m'y attendais pas. Ce qui me surprit, c'est le peu de culpabilité que je ressentais. J'avais toujours pensé que poser des limites me rendrait cruel, que je passerais des nuits blanches à ruminer. J'ai passé la nuit à revivre leur déception. Au lieu de cela, j'ai mieux dormi que depuis des années. Je ne les ai pas coupés. J'ai simplement cessé de refouler les conséquences de leur choix. Un soir, ma mère a appelé. J'ai regardé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé. Je ne te reconnais plus. J'ai fixé les mots, puis j'ai tapé prudemment. Moi? Je crois que tu me vois clairement pour la première fois. J'ai raccroché et je n'ai plus jamais répondu. Le système qu'ils avaient mis en place. Le silence qui s'était installé autour de moi avait enfin été brisé. Et une fois brisé, plus rien n'a été comme avant. Je savais qu'il y aurait d'autres conversations, d'autres tensions, d'autres ajustements. Mais je savais aussi que cette partie, la plus difficile, était terminée. J'étais parti et je n'étais pas revenu. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été aussi explosives que je l'avais imaginé. Pas de confrontation dramatique, pas d'excuses publiques, pas de prise de conscience soudaine où chacun a admis ses torts. Ce qui s'est passé était plus calme et, d'une certaine manière, plus révélateur. Oui, automatique, ma famille a dû s'adapter. Au début, ils ont fait comme si de rien n'était. Ma mère a envoyé un message de groupe proposant un dîner comme d'habitude. Même ton, même imprécision, sans point d'interrogation. J'ai poliment répondu que je ne pouvais pas venir. Elle n'a pas demandé pourquoi. Quelques jours plus tard, Émilie m'a envoyé un texto. « Tu es toujours fâché ?» J'ai fixé le message plus longtemps que nécessaire. Cette question en disait long. Ma limite n'était qu'un sentiment, quelque chose de temporaire, quelque chose que je finirais par surmonter. Moi, je ne suis pas fâché. Je ne paie plus rien, c'est tout. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, papa a appelé ce soir-là. Sa voix était prudente, mesurée, comme s'il négociait plutôt que de parler à sa fille. On essaie juste de comprendre d'où ça vient, a-t-il dit. On n'a jamais voulu te faire sentir exploité. J'ai porté le téléphone à mon oreille et fermé les yeux. Je sais, ai-je dit. Ça ne change rien à ce qui s'est passé. Il y a eu un silence. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Avant, j'aurais adouci mon ton et j'aurais cherché à te rassurer. Ah. Ce sera plus simple pour eux. Je veux que les choses soient claires, ai-je dit. Si on sort, chacun paie sa part. S'il y a un coup, tu me le demandes d'emblée. Et si je dis non, c'est tout. Silence. Je ne veux pas me disputer, ai-je ajouté. Mais je ne reviendrai pas. Il a soupiré. Ta mère a du mal à l'accepter. Je le crois, a-t-il dit doucement. J'avais lutté pendant des années. Après ça, la communication s'est ralentie. Pas arrêtée, juste changée. Ma mère a cessé de m'envoyer des textos pour me parler de restaurants et a commencé à m'envoyer des nouvelles. Émilie a cessé d'appeler sauf si elle avait besoin de quelque chose. Et quand elle a compris que je ne voulais pas aider, elle a complètement arrêté d'appeler. Ça m'a fait plus mal que je ne l'avais imaginé. Non pas parce que payer les sorties me manquait, mais parce que j'ai réalisé à quel point notre lien était ténu. À quel point notre proximité dépendait de mon utilité. En même temps, quelque chose d'autre a commencé à émerger. J'avais de nouveau le sentiment d'être maître de mon temps. Les soirées n'étaient plus réservées au plan de dernière minute. Les week-ends n'étaient plus remplis d'obligations. N'avais pas choisi. J'ai commencé à dire oui à certaines choses parce que je le voulais, pas parce que je me sentais intrusif. Une fois que j'ai rencontré ma famille, la dynamique était différente. Gênant au début. Prudent. Ils regardaient ce qu'ils disaient autour de moi. Comme s'ils avaient peur de marcher sur quelque chose de fragile. D'une certaine manière, hâte de rate.
Les hommes de la lumière sont intsvagés. C'est clair. Et après-midi, je traite ma mère et moi pour le café. Bara vi två. Hon såg äldre ut på något sätt. Trat. Jag tänker hela tiden på den kvällen, sa Sherry Juskala Salup. Jag insåg inte hur mycket press vi satte på dig. Jag skyndade mig inte att lugna henne. Jag tror att du anser insåg det, sa jag. C'est tout à fait à la main. Honneur nicka de l'encens. Jag vet inte hur jag ska fixa det, erkände hon. Jag slog händerna runt min kopp. Man behöver inte fixa det förflutna. Bara upprepa det inte. Honnêtement, je vous l'ai dit, dans l'un de ces points, dans l'ensemble, vous avez un peu de talent pour vous aider. Det var en början. Inte en parfait, inte en dramatisk, utan en verklig. J'arrive à m'amuser après le bain. Jag blev tydligare och klar. Je me dirige vers tout ce qui se passe juste à côté du jour pour rendre à tété komma ikapp. Länge trodde jag att kärlek innebar uthållighet. Att vara god dotter innebar att absorbera obehag tyst, släta över problemen innan de blev synliga, betala vilket pris som helst för att bevara freden. J'espère que j'aurai fort à faire pour que la longueur soit longue, que le crâne et le doigt soient, balancera sur une main. C'est la grandeur de l'ensemble. Det som förändrade mitt liv var inte en kamp ou en konfrontation dramatik. Det var ett beslut. Ett enkelt sådant. Jag slutade delta i ett system som hade tömt mig. J'arrive à faire partie de ma famille. Je les ai chaud en entier. Jag försökte inte straffa någon. Jag satte bara tydliga gränser stod fast vid dem. Och något viktigt hände. Världen kollapsade inte. Jag tappade inte bort mig själv. J'ai eu l'occasion de l'entendre. Jag slutade inte bry mig. J'arrive à peine. Jag lärde mig att gränser inte är murar som är avsedda att hålla människor ute. De är dörrar som skyddar det som finns inuti. Det ger relationer en chans att vara verkliga istället för transaktionella. Om vos någonsin har varit den som alltid betalar, alltid fixar, alltid dyker upp när ingen annan gör det. Jag vill att du ska höra detta. Vous êtes tout à fait d'accord pour attirer votre salope. Vous êtes entièrement à l'aise pour vous assurer que ce n'est pas le cas. Vous sättes inte skyldig någon just ska se kve din tid, dina pengar och ditt emotionella arbete bara för att du har gett sela förut. Att välja dig själv gör dig inte illojal. C'est pour ça que je cherche Trig. Quand son historien peut le dire, il doit s'intéresser à son sujet et s'intéresser à son comportement en matière de savoir-faire. Ibland är det tistaste valet det som slutligen ger krisvendredi.